de rencontrer une communauté qui vit sans frigidaire, sans MP3, sans voiture, sans congélateur, sans télévision écran plat, et qui a l'air plutôt heureuse de porter des valeurs fortes, de partager un sens collectif et d'avoir des valeurs de coopération sur un territoire qu'ils semblent respecter et avec lequel ils vivent plutôt en harmonie. C'est vrai que c'est tellement à l'opposé de notre modèle de fonctionnement que c'est troublant. Alors on pourrait se dire, ah les pauvres, ils n'ont pas tout ça, ils vivent par terre, c'est des sous-développés archaïques comme on les a beaucoup traités dans l'histoire. Et en fait, ils portent des valeurs, ce qu'on n'a plus, ils portent un sens, ce qu'on n'a plus. Ils ont plutôt un système de médecine préventive, ce qu'on n'a pas. Nous, on est dans un système de médecine curatif. Ils ont un savoir, un accès au savoir en tout cas, même si c'est pas facile d'en parler comme ça, qui est déroutant. La différence, c'est que pour eux, c'est une connaissance qui oriente leur comportement. C'est-à-dire, en fonction de ce qu'ils savent, ils font des actes pour protéger la nature. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à travers notre savoir, nous savons aussi, ils le disent, on fait des tas de rapports et des tas de films qui expliquent que la planète ne va pas très bien, et ça ne change rien. Todavía existimos indígenas Kogi que lo mantenemos la sierra. Sabemos cómo proteger la sierra, los ríos, y hacemos todavía los trabajos tradicionales. No hacia occidental, sino internamente trabajamos como en nuestra ciencia oculta. Ici, toutes ces montagnes, c'est la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie. C'est notre territoire, la mère-terre. Elle s'appelle Yataquejui. Il ne s'agit pas seulement d'un espace physique, c'est le cœur du monde, de la vie. J'ai découvert les Kogi dans un livre de Frederica Van Ingen qui s'appelle « Ce que les peuples racines ont à nous dire », où elle évoque les Kogis, donc ce peuple de Colombie, qui vit comme il y a 4000 ans, sans objet de notre modernité. On a eu envie de faire ce film avec Stéphane, Marc et moi, pour partager cette rencontre avec les Kogis, qui est un peuple assez extraordinaire, et diffuser leur message. Donc on a rassemblé les vidéos effectuées par Éric Julien et l'association qu'il a fondée, Chendukwa. Donc notre idée, c'est de diffuser leur message au plus grand nombre et en même temps d'inciter le maximum de personnes à les aider à travers l'association Chendukwa et le rachat de terres. Pour commencer, on va vous emmener découvrir qui sont les Kogi et comment ils vivent. ¿Quiénes son los Kogis? Es una sociedad bien organizada, con fundamentos y un pensamiento tal vez diferente a este mundo contemporáneo, tal vez esclavizado por el desarrollo. Generalmente un grupo de personas que vive en la naturaleza, que hace parte de la naturaleza y considera la naturaleza como parte suyo y él de la naturaleza. Podríamos decir que los Kogis son un grupo también muy desarrollado, pero no esclavizado de su desarrollo. Es un grupo que comparte con la naturaleza en la medida en que la naturaleza se desarrolla, ellos también. Celui qui en France est un porte-voix incontournable de la société Kogi, c'est Éric Julien. En les côtoyant et en créant des projets avec eux, il s'est approché au plus près de leur mode de pensée et il continue à travailler, à ouvrir un dialogue entre eux et nous. On est en 1985, je suis jeune et on m'a dit au nord de la Colombie, il y a la plus haute montagne du monde au bord de la mer, à 6000 mètres, 5008. On est à 38 km de la mer des Caraïbes, donc étant guide de montagne, j'ai voulu aller voir. Et j'ai eu un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons à 5000 mètres. Il n'y a pas de douleur physique, mais il n'y a plus d'oxygène dans le sang, donc le véhicule s'arrête et on est un petit tas perdu dans la montagne. Et j'ai eu la chance que des gens qu'on appelle les sauvages, les archaïques, les primitifs, les autochtones et tout ça, les Indiens, voilà, aient eu la gentillesse de passer par là, de bien vouloir s'occuper de moi, ce qui n'était pas gagné après 5 siècles de colonisation, et de me mettre sur une mule, de m'attacher les pieds sous le ventre de la mule pour pas que je tombe, et de me redescendre en altitude, ce qui est la première chose à faire quand on a un œdème. Et donc c'est là que j'ai découvert la
la solidarité de la fragilité, on va dire. Parce que quand tu es dépendant de l'autre, quel qu'il soit, blanc, jaune, vert ou noir, tu découvres qu'il est précieux d'avoir des gens qui s'occupent de toi. C'est comme ça que j'ai rencontré les Kogi. Les Indiens Kogi, dont 2 représentants sont ici aujourd'hui présents, vivent à l'extrême nord de la Colombie, donc on est sur le continent sud-américain, et à l'extrême nord de la Colombie, il y a une montagne qui est la plus haute montagne du monde en bordure de mer. Ces sommets sont à 5800 mètres d'altitude, à moins de 40 km de la mer des Caraïbes. L'UICN, dont vous devez connaître la fonction de repérer les spots de biodiversité, a considéré cette montagne comme le 2e spot de biodiversité au monde. Dans cette montagne vivent nos amis, les Indiens Kogi. Ce serait la dernière société précolombienne, le mot n'est pas très joli, encore en état de marche. C'est-à-dire que ce sont 4000 ans d'histoire ininterrompue. Si on prend nos sociétés modernes européennes qui se réfèrent à la naissance du Christ, on est à 2016 ans, ils auraient 4000 ans d'histoire ininterrompue. Et on peut parler de civilisation car ils ont une langue, ils ont une cosmogonie, une vision du monde, ils ont un système judiciaire, ils ont un système éducatif, ils ont un rapport à la terre, évidemment, qui n'est pas le même que le nôtre. Tout ce travail que nous faisons pour respecter les règles de la nature, c'est pour apprendre à vivre en paix. Nous, les Kogi, nous sommes frères. Nous aimons bien partager. Si l'un d'entre nous est seul dans un coin, s'il n'a rien, c'est triste. Quand il n'y a pas trop à manger, on partage, pour pas que l'un ait tout et l'autre n'ait rien, qu'il souffre ou qu'il ait faim. Nous sommes ensemble, les jeunes, les anciens, les enfants, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. En partageant, nous ne nous disputons pas, nous ne parlons pas mal les uns des autres, c'est ce que nous pensons. Maintenant, nous allons nous reposer dans nos maisons. On se retrouvera plus tard pour travailler ensemble. Avant, il faut que nous puissions échanger les feuilles d'ayo, les feuilles de coca. C'est comme si nous échangions nos pensées. C'est notre manière à nous de nous saluer. En pratique, ils avaient lancé des cultures de café, qui ne sont pas des cultures traditionnelles. Ça a généré de l'argent, et donc ça a généré les premiers achats d'objets manufacturés, à ramener dans le village, et donc les premiers vols, et les premières jalousies, parce que ça a créé de la rareté. Donc quand on habite en forêt, n'importe qui peut aller couper un arbre dans la forêt, c'est à disposition. Quand on ramène de la rareté, comment on fait? Donc là où ça a été rigolo, c'est qu'ils ont décidé d'arrêter le café, parce qu'ils se sont dit on préfère privilégier la qualité des relations humaines que le risque d'éclatement et de conflit, parce qu'on ne sait pas gérer l'argent. Donc c'est un magnifique choix politique. Travailler ensemble, réparer un pont, entretenir un chemin, pour nous, c'est avant tout une façon de maintenir l'équilibre entre les membres de la communauté. Nous travaillons toujours en même temps sur le plan matériel, la construction, et sur le plan spirituel, la pensée qui est nourrie par les femmes. À l'homme, la mère-terre a laissé le métier à tisser pour la confection des vêtements. À la femme, le tissage des petits sacs, appelés mochila, que portent les hommes en bandoulière. C'est à l'homme que revient la responsabilité de préparer la fibre végétale du fiquet. Une fois séchée et teintée avec des racines, des feuilles ou des écorces d'arbres, elle servira à la confection du fil avec lequel la femme réalisera les mochilas. C'est à la femme qu'il convient de filer le coton, qui sera utilisé par l'homme sur le métier à tisser. L'homme et la femme sont ainsi en relation avec la mère-terre, par l'intermédiaire du fil. Ainsi,
il reparcourt l'histoire de la création du monde. Le fil représente l'union magique entre le temporel et le spirituel, l'instant et l'éternité, l'humain et le divin. Le fil, c'est le cordon ombilical qui relie la mère universelle avec l'humanité. Seules les femmes sont autorisées à tisser les mochilas. Dès la plus tendre enfance, où qu'elle soit, la femme Kogi ne cesse jamais de tisser. En construisant la nouée, nous pouvons de nouveau parler avec la nature, les arbres, les pierres, les animaux. Nous pouvons expliquer aux jeunes comment est la mer, comment lui parler pour réveiller les choses. Une nouée, un temple, c'est comme un corps, une personne. Chaque pierre, chaque morceau de bois a un nom. Il y a les bras, la tête, les yeux, les oreilles. Au début, nous devons penser ensemble, savoir où faire la construction. Puis on fait le cercle, la forme, toujours ronde, comme le temps. Deux piliers viennent de l'Est, qui représentent la force négative, mais aussi le masculin, et deux de l'Ouest, qui représentent la force positive et le féminin. Ils représentent les quatre principaux organes du corps qui équilibrent les énergies vitales. Pour eux, emmener des enfants travailler dans les champs, c'est pas le travail des enfants au sens où nous on va juger ça péjoratif et interdit. C'est un cours, une école, un système éducatif. Parce que quand les parents emmènent les enfants, ils leur apprennent un métier, ils leur apprennent la terre, ils leur apprennent à semer, ils apprennent des choses. C'est une école. Alors vous voyez que là on est chez nous dans les normes, on ne peut pas faire travailler les enfants, et chez eux oui. Les enfants sont là, ils font les choses avec nous. C'est un peu comme un jeu, mais cela permet d'apprendre les choses. Ici, en dehors de très rares objets, tout est manufacturé dans le savoir-faire ancestral d'un peuple qui ne veut pas aliéner sa dignité et qui transmet cela à ses enfants. Vivre, c'est tisser sa vie. Il y a un élément qui spécifie vraiment leur monde d'une autre, c'est le rapport à la loi. Si on regarde dans nos modernités, la loi, c'est fait par des hommes ou des femmes qui décident, pas les députés, les sénateurs. Avant, c'était encore le droit divin, maintenant on l'a un peu élargi. C'est ça la loi. Et on sait très bien que la loi, elle est faite sur un jeu de rapport de pouvoir, d'intérêt, etc. Et c'est cette loi qui oriente l'activité des humains. Donc c'est fait par les hommes, pour les hommes, au bénéfice des hommes, et ça, les humains, et ça change quand ça les arrange. Les Kogis, c'est pas ça du tout. Les lois, c'est quelles sont les lois et les principes qui permettent la vie. Donc soit on les connaît, on les respecte et tout va bien, la vie se déploie, soit on les connaît pas et on les respecte pas et on crée de la maladie. Comprendre que se soumettre aux lois de la vie, c'est redécouvrir la valeur d'humilité
parce qu'on ne comprend pas trop tout ça, et choisir des critères de vie pour prendre des décisions. Donc c'est une grande découverte, c'est le champ de référence réintègre la vie et le vivant comme support de décision. Donc du coup le territoire devient le gouvernement de la société Kogi, parce que c'est le territoire qui dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Donc en fait c'est un renversement complètement de sablier. Oui, le sablier on le retourne. Nous on a mis le désir, satisfaire nos désirs. Puis ensuite on a mis les machines pour aller plus vite pour satisfaire ses désirs. Puis après on a mis les hommes, puis tout en bas la nature. Voilà. Là c'est l'inverse. Mais la nature, on comprend comment elle marche, on comprend que les humains en font partie. Pourquoi pas utiliser quelques machines au service de ça? Et le désir, mon Dieu, il faut le garder, parce qu'il n'y aura pas de désir, il n'y aura pas de vie. Mais il faut l'apprivoiser, il faut le remettre à sa juste place. ¿Cuál es la ley que ellos tienen? A ver, ellos hablan de la ley de Antigua, o sea, la ley natural, la que rige la naturaleza, las mismas que da la naturaleza. Ellos dicen que en la medida en que la naturaleza da, quita. La naturaleza es la madre y es ella la que aconseja, la que da todo y la que castiga. Entonces, la ley hace parte del mismo pensamiento y de la forma en que se utiliza el pensamiento. No hay artículos, no hay versículos, no hay nada de esto como las que hace el mundo occidental. Y lo que dicen ellos, las hacen para cambiarlas cada rato. No, allí existe la naturaleza con sus propias reglas y en la medida en que se respete, esa es la ley. Alors une autre chose qui m'a intéressée chez les Kogis, c'est la façon de traiter les conflits qui chez eux est collective. On traite le problème de façon collective, c'est pas une personne qui est désignée coupable de tous les maux et qui va être jugée, mais c'est toute la société qui gère ensemble le problème. Ejemplo, si un Kogi comete una fractura a la ley, comete una infracción, entonces por eso es que no se busca tanto, bueno, tú hiciste una infracción, sino ¿por qué no aprendió? Hay un porqué, pues porque tenía un maestro que no le enseñó bien. Entonces las responsabilidades siempre son compartidas. Nunca se busca un culpable, como siempre lo he repetido, sino la causa. La colectividad está en la obligación de enseñarle a la persona como individuo. La Kankurawa es el sitio de reunión donde se puede ir a pensar, pero la Kankurawa concretamente es la representación del mundo y para los Kogis es un gran útero que tiene por dentro una cantidad de fetos, que son las personas que están allí. Generalmente una Kankurawa está, dentro de la Kankurawa están colgados algunos chinchorros o hamacas y hacen las veces de placentas. Allí está la gente acostada pensando, discutiendo, haciendo de pronto algunos rituales. Sí, existía todo lo... De acuerdo con los clanes a que pertenece la Kankurawa, entonces, pero siempre el remate de la Kankurawa en la forma externa y en la parte alta está relacionada con el cosmos y la forma de comunicarse con el cosmos mismo. Sí, existía todo lo... Ce qui est très, très marquant aussi dans ce qui nous sépare, c'est leur vision du temps. Chez nous, le temps est conçu de façon linéaire, c'est-à-dire passé, présent, futur, sur une ligne. Donc le passé est derrière nous. Tandis que chez eux, la vision du temps est plus circulaire. Et donc c'est une boucle, un cycle qui revient. Et donc on est responsable de ce qu'on a fait dans le passé. Los Kogis son bien interesantes por eso, por el manejo del tiempo. Para el Kogi el tiempo es circular y va y regresa, siempre va y regresa. Para nosotros sencillamente el tiempo se nos va. Y la otra diferencia es que el Kogi tiene el pasado al frente. Nosotros siempre tenemos el pasado y somos dados a decir que el pasado está en la espalda.
Siempre decimos hay que mirar atrás. El Kogi, su pasado lo tiene al frente, entonces como tal tiene las experiencias. Cuando el tiempo nos llega, pasa y se nos acabó. Para el Kogi viene de atrás y sigue, entonces lo está viendo permanentemente. Alors, ce qui est très étonnant aussi chez les Kogis, c'est ce qui peut nous étonner, nous occidentaux, c'est leur rapport à la connaissance, parce que leurs chamans sont des savants multidisciplinaires, et on peut se demander comment ce qui nous semble être des mecs en pyjama peuvent avoir de telles connaissances. Es toda una obra maestra, toda una obra científica, donde se juntan conocimientos diferentes. Allí, para hacer un puente de estos, tiene que tener conocimientos de física, de ingeniería, de biología y de astronomía, que son cosas que trabajan, porque es un puente que va a sostenerse en la parte alta, prácticamente hecho en contrafuerzas, no lleva absolutamente materiales ferrosos para nada, y el sostenimiento que tiene allí es por contrafuerzas. Ahora bien, pues desde luego para manejar la física como la manejan ellos tienen necesariamente que tener conocimientos de cálculo, indiscutiblemente, porque calcula cada una de estas travesías que tiene ahí para manejar la física, la calculan perfectamente. Ahora, que tienen conocimientos de astronomía, eso es cierto, porque ellos manejan para el corte de la madera, por ejemplo, dependen mucho en el caso de la luna. Ahora, ¿qué es lo que se conocen ellos en cuanto a la posición de los astros, la posición de la luna? No solamente conocen eso, que con la posición de los astros en tal forma está con más o menos fotoluminosidad, sino también conocen el árbol que capta más o menos esta fotoluminosidad existente. En fait, les Kogi et d'autres sociétés, pas que les Kogi, nous posent trois questions clés, ou en tout cas, ouais, 2 ou 3 questions clés. Une, c'est le vivre ensemble, comment ils vivent ensemble par rapport à nos grands questionnements du vivre ensemble. Et une autre qui est finalement comment je sais ce que je sais. Comment nous accédons au savoir ou à la connaissance. C'est un grand mystère. Est-ce que c'est à l'école, à 100% à l'école? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est mon corps? Parce que j'ai une pratique sportive et j'apprends des choses, ou une pratique du corps qui m'enseigne des choses, sur la limite, sur plein de choses, sur mes émotions. Est-ce que c'est le symbole? Par exemple, on voit un feu rouge sur la route, on s'arrête. Mais pourquoi on s'arrête au feu rouge? On pourrait s'arrêter au feu bleu. Donc pourquoi on a choisi le rouge? On se rend compte qu'on a des automatismes basés sur des symboliques qu'on a complètement oubliés. Pourquoi on met une cravate? Pour aller dans un... Enfin, voilà. On est codifié par du symbole, mais on se rend pas compte du rôle enseignant du symbole. Voilà. Et puis il y a le corps, il y a le mental, il y a le symbole, et puis il y a la relation. La capacité à se mettre en lien avec un autre, avec la nature, avec soi-même, avec le... Voilà. C'est 4 voies d'enseignement. Nous, on en a une, qui est le mental. Et les 3 autres, on n'est pas très bons. Hein. Eux, ils ont pas tellement le mental, ils l'ont un peu, mais ils ont les 3 autres. Alors, les 3 autres, notamment le corps, semblent leur ouvrir des champs de connaissances absolument insoupçonnés. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est lié à leur culture et à leur territoire, et ça n'a aucun rapport avec notre culture et nos territoires? Donc, on a fait plusieurs expériences pour répondre à la question, les Kogi ont-ils des connaissances que nous ignorons, mais des connaissances que nous pourrions objectiver? Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 types de réponses. Il y a des connaissances qu'ils semblent avoir, que nos scientifiques reconnaissent et peuvent mettre en débat. Ils disent, ah oui, les Kogi disent ça, c'est exact. Donc ça les rassure un peu, mais en même temps, ils se demandent très vite, mais comment ils savent ça? Parce qu'ils n'ont pas de labo, ils n'ont pas de... Voilà, ça les interroge sur le comment ils l'ont acquis, mais ils reconnaissent la connaissance en tant que telle. Devant la hutte, il y avait des petites tomates cerises, vous savez, ces petites tomates qu'on mange à la Pérou rouge. Hein. Et ça poussait, c'est des tomates rampantes qui poussaient sur pas mal de mètres, comme ça. Et en regardant ces tomates, je me suis dit, ils sont un peu bêtes, ces Indiens, parce que, en fait, les tomates touchent le sol et donc elles pourrissent.
Et donc moi, je vous rappelle, j'ai fait des grandes écoles, donc je me suis dit, tiens, je vais leur apprendre comment on cultive des tomates. Donc me voilà parti dans la forêt chercher des tuteurs pour redresser tous ces plants de tomates qui étaient à l'horizontale et les mettre à la verticale pour sauver leur récolte. Et en fin de journée, quand les Kogi reviennent, ce sont des agriculteurs, ils viennent de leur champ, ils se mettent derrière moi, puis j'entends des rires, certes ténus, mais très clairs. Ils me regardaient, mes tuteurs. Et il y en a quand même un qui a fini par me demander, mais qu'est-ce que tu fais? Alors j'étais un peu gêné de leur expliquer que visiblement, ils ne savaient pas cultiver des tomates et que j'allais leur expliquer. Et à un moment, ils m'ont dit, tu sais, si on a mis ces tomates rampantes devant la hutte, une de nos huttes dans notre village, c'est en fait parce que ce sont des tomates qui dégagent un tanin extrêmement fort, et donc ça évite que les insectes rentrent dans la hutte. Donc si ça t'embêtait pas de remettre toutes les tomates comme tu les as trouvées en arrivant, ça nous arrangerait. Voilà, ça a été ma première leçon qui résume un peu cette espèce d'arrogance du monde moderne occidental pour l'autre, pour ce qui n'est pas lui, et cette difficulté, pour ne pas dire incapacité, à écouter et être en dialogue. Puis un autre champ de connaissances, alors là on reste baba, parce qu'on ne sait pas y répondre, notamment deux Kogi à qui on présente des photos du satellite Hubble, donc qui est un satellite qui est en limite d'atmosphère terrestre et qui prend des photos avec des temps de pause très longs pour aller capter ce qu'on appelle les étoiles pâles, c'est-à-dire qui ont une faible luminosité parce qu'ils sont très loin, elles sont très loin dans le système solaire. Donc on ne les voit pas si on n'a pas ces photos satellites. Donc c'est un peu coquin de la part des physiciens qui présentent ces photos. Et les chamans ont pointé des étoiles en disant ça, ça et ça, c'est des étoiles qu'on ne voit pas de la Terre. Et nous avons une grille de lecture pour toutes les étoiles qu'on ne voit pas de la Terre de 1 à 9. Et en fait, nous avons une connaissance supérieure que vous ne connaissez pas. Et là, pour nous, c'est inentendable. C'est-à-dire que des gens que nous avons qualifiés de sous-développés viennent nous dire qu'ils ont une connaissance supérieure à un garçon ou des garçons astrophysiciens qui représentent une forme de summum de notre science. Il faudrait une super humilité du vrai scientifique pour se dire quelle chance. J'ai accès à un truc que je ne comprends pas et je vais devenir un vrai scientifique. Mais on sait très bien que la science est le premier domaine de l'irrationalité, non pas tant dans l'objet, mais dans le rapport à l'objet et la recherche. Donc on a plein d'exemples comme ça où les Kogi ont pointé des phénomènes qu'on est incapable d'expliquer. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça pourrait nous ouvrir un champ de recherche phénoménal si on avait la curiosité de l'autre. Donc les Kogi sont sortis de leur territoire de Colombie pour faire un diagnostic de santé du territoire de la Drôme à la demande d'Éric Julien, qui habite dans ce département, et qui a demandé en parallèle donc à des chamans, 3 chamans de Colombie, des Kogis, et à des scientifiques français d'évaluer la santé du territoire de la Drôme. L'idée donc c'était de comparer les résultats des 2 équipes, celle des chamans et celle des scientifiques français, et de mettre en commun leurs conclusions. Et le résultat est vraiment très intéressant. Et donc on a invité 2 hommes et une femme chamans à venir dans la Drôme, donc en France. Alors pour l'anecdote et pour vous préciser de qui parle-t-on quand on parle de chaman Kogi, il y a toujours des hommes chamans, les mamas, qui veut dire le soleil, et des femmes saga, qui veut dire la lune, et les rituels ne se font que avec les 2 énergies, comme de le Tao, pour créer le mouvement et pour travailler avec les 2 dimensions de la vie. Ce sont 3 personnes qui n'avaient jamais quitté leur terre. Donc ils arrivent en France dans la Drôme et on leur pose la question suivante. Est-ce que vous pourriez sillonner la Drôme et nous faire un diagnostic de santé territoriale de la Drôme? Donc faites-le avec vos pratiques, comme vous voulez. Et de l'autre côté, on a invité une trentaine de scientifiques à qui on a posé la même question. Est-ce que vous pourriez sillonner la Drôme et nous faire un diagnostic de santé territoriale de la Drôme avec vos outils, cartographie, archives, etc. Et on a eu 4 jours pour essayer ce que j'appelle un dialogue véritable, c'est-à-dire où personne n'essaie de convaincre personne, mais on accepte de s'ouvrir et de tenter l'exercice subtil et délicat de la résonance à quelque chose qui n'est pas commun dans nos visions des choses, nos sensibilités, nos cultures. Et ça a permis de raisonner sur 5 choses, autour du vivant, bien sûr. La première chose, c'est, en fait, les Kogi, en venant en France et dans la Drôme, ont vu et ont pointé des choses de l'ordre du bon sens, de la compréhension de la nature et du vivant, du bon sens que nous ne voyons plus. À force de vivre dans des boîtes, dans des maisons, nous sommes 85% en ville aujourd'hui,
on n'a plus les mots, on n'a plus la sensibilité, on n'a même plus les sens pour juste voir ce qui se passe autour de nous en matière de vie. Donc les Kogi ont pointé des choses totalement aberrantes que nous ne voyons plus. On arrive devant une source. La source, elle est captée dans une cuve en béton pour que l'eau s'accumule. Et de cette cuve de béton, il y a 2 tuyaux qui sortent et qui descendent sur plusieurs kilomètres jusqu'à 2 hameaux. Et autour, il y a de la forêt sèche. Et autour de cette zone, pour pas qu'on imagine des animaux viennent faire pipi caca, il y a 2 systèmes de barrières. Donc il y a une première barrière normale, puis des barbelés. Et puis, il y a le chaman qui arrive devant ce truc-là. Il y a 2 choses qu'ils nous ont dit, mais avec un bon sens absolu. Qui a décidé que vous preniez 100% de l'eau? Là, on en revient à qui fait la loi. C'est moi, pourquoi il y a un problème? Mais oui, il y a un problème. Parce que les grenouilles, les serpents, les chevreuils, tout ce que vous voulez, soit ils s'en vont, soit ils meurent. Mais les oiseaux ne sont pas juste là pour faire joli. Ils dynamisent l'écosystème. Donc, quelque part, si les animaux s'en vont, l'écosystème va s'effondrer. Si l'écosystème s'effondre, il n'y a plus d'eau. Le deuxième champ d'échange, ça a été du registre du savoir, on va dire du mental. Sur le vivant dans la Drôme, les pins noirs, la rivière Drôme, la végétation, la faune, la flore, alors que les Kogi ne sont jamais venus, ils ont eu des échanges tout à fait pertinents et de qualité sur d'où venaient les pins noirs, sur qu'est-ce que c'est que du grès dans une zone calcaire, enfin plein de sujets comme ça, où les scientifiques leur disaient « Écoutez, vos propos sont tout à fait exacts ». Donc ils s'entendaient bien, scientifiques Kogi s'entendaient parfaitement. La seule question qui était derrière, c'est la question que posaient les scientifiques au Kogi, mais comment savez-vous tout ça? Le troisième registre, on est passé sur le plan des connaissances, qui sont liées à une expérimentation d'un site ou d'un lieu. On n'est plus dans le mental, on est dans le corps. Et les chamans qui sont venus ont une formation, avant d'être chamans, qui se passe dans l'obscurité, dans le noir, et qui dure plus de 18 ans. En fait, dès qu'ils sont sevrés, ils vont dans des grottes ou dans des huttes, et pendant 18 ans, ils dorment le jour, ils travaillent la nuit, et ils apprennent à se mettre à l'écoute de ce qu'ils appellent les voix de la mer. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de passer par le mental, il s'agit de laisser le corps, en tout cas de lui permettre de développer une hypersensibilité qui leur permette d'écouter la mer et le vivant. Donc quand ils s'expriment, les chamans hommes et femmes, vous imaginez bien, après 18 ans dans le noir, ils n'ont plus d'ego, et ils vous le disent, c'est pas moi qui parle, c'est à travers moi le vivant et la nature qui s'expriment. Ils arrivent devant une forêt de pins noirs. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la Drôme. Elle a été tellement déforestée qu'il y avait des gros problèmes d'érosion, parce qu'il n'y avait plus d'arbres et de racines pour tenir le sol. Donc ça inondait les villes de Cray jusqu'à Valence. Donc c'est Napoléon III qui a commencé à dire « Oh là là, il faudrait qu'on fasse quelque chose ». Donc il y a des services de l'aménagement de la montagne qui ont été mis en place. Et ce qu'on a trouvé, c'est mettre des pins d'Autriche parce qu'ils ont une croissance rapide en terre sèche. On s'est dit, tac, ça va retenir le sol. Ça a été bien pendant 30 ans, effectivement. Mais alors, c'est acide, ça a acidifié le sol à une vitesse catastrophique. Ça fait que plus aucun arbre natif, le hêtre, et que ces arbres-là ne poussent. Il n'y a plus un animal, c'est des forêts silencieuses. Ça, moi, je le sais, je fais des petites recherches, je suis géographe, et les naturalistes qui étaient avec moi le savent, parce que c'est leur objet d'étude. Les Kogi descendent de la voiture et ils nous racontent toute l'histoire de la forêt de pins noirs et de pins d'Autriche de la Drôme. Le quatrième registre qu'on a partagé, ça a été... je me suis demandé quand même si les Kogi, avant de venir, n'avaient pas relu tous les livres d'Edgar Morin et fait une synthèse sur la complexité et la transversalité. Parce que les méthodes de travail qu'ils nous ont partagées, c'est un que sais-je compacté et simplifié des réflexions, entre autres, d'Edgar Morin, sur le dialogue, sur la transversalité, sur l'impossibilité d'approcher la conscience de la vie si on n'associe pas tous les savoirs, la géologie, la géographie, la climatologie, etc., mais aussi si on n'associe pas tous les éléments de transmission ou d'apprentissage. Évidemment, le mental, le corps, la relation et le symbole. Donc je me dis, c'est pas possible. Ils ont fait un résumé, donc ça a ouvert une réflexion sur qu'est-ce que la connaissance. Et au regard de scientifiques qui souvent ont des savoirs très segmentés et en concurrence, ça a été un grand moment. Alors dans le rapport qui nous lie au Kogi, il y a la vision qu'ils ont de nous. Donc ils nous voient comme leurs petits frères.
et des petits frères un petit peu fous, un petit peu inconséquents, qui n'ont pas conscience de la valeur de la Terre, de la planète. Et d'autre part, il y a le rapport qu'on a avec eux, et qui est violent, puisque depuis les conquêtes espagnoles, on a eu de cesse de les détruire. Así nos dejamos. Eso no fue diferencia, estuvimos juntos. Pero entonces yo no sé ahora por qué, hermanito menor. Por eso digo que estará loco. Le petit frère, il est fou, il veut juste manger, prendre des choses. Mais lui aussi, il a une science, il sait bien que ce qu'il fait, ça va pas. Donc il est complètement malade, puisqu'il sait que ça va pas, il sait que ce qu'il fait, ça va pas, il continue, il mange, il pique tout, donc il est fou. Et puis de l'autre côté, j'ai rencontré un Indien qui a fait des études d'économie, 3 ans, et qui m'a dit, j'ai à peu près compris votre vision de l'économie, mais ce que j'ai compris, c'est que nous, Indiens, on n'avait aucune place là-dedans, parce que notre manière de produire de la valeur ne rentre pas dans vos grilles de lecture. Donc c'est une vision du monde tellement partielle qu'elle ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai compris ce qu'elle était pour vous. Donc mon challenge, c'est un Indien qui parle, c'est d'inventer une logique économique qui ne soit pas le capitalisme destructeur que vous avez mis en place, et qui pourtant permette peut-être de monétariser l'échange, mais sur de nouveaux registres. Les menaces réelles qui pèsent sur eux, c'est d'abord les narcotrafiquants qui prennent leurs terres pour cultiver la coca, dont ils tirent la cocaïne. Il y a quelques années, il y avait les guérilleros, notamment les phares qui se cachaient dans les montagnes et qui diffusaient une violence qui leur est complètement étrangère et qui les menace. Il y a aussi les industries minières qui puisent dans les sols de leur montagne et qui déstructurent, déstabilisent tout l'environnement. Et enfin, il y a parfois l'État colombien qui a une attitude un peu ambiguë, notamment en aspergeant leur culture de produits qui tuent leur récolte. Y últimamente, con la erradicación de los cultivos ilegales, pues los más afectados han venido siendo los indígenas, que son los que de alguna manera tratan de defender la parte ecológica, los que más sienten cuando se afecta la situación ecológica. Ellos sienten mucho más que cualquier otro estos atropellos que se cometen contra el medio ambiente. ¿Por qué fumigan? ¿Por qué fumigan los cultivos de los indígenas? Eso nosotros pensamos eso porque no tenemos ni coca ni una mata de esta zona, cuenca y nada, pero no sé eso por qué sería. Como no sabemos por qué fumigamos. ¿Y no han ido a reclamar a ninguna parte? ¿No saben a quién decirle? No. ¿Qué ha pasado con este caño que era donde tomaban el agua? Eso antes había agua, buena alimentación. Pero cuando no hay fumigación, era bastante agua que bajaba. Hasta arriba también hay una, estaba bastante quebrada. Pero cuando ya había fumigación, sigue muriendo el agua también, secando, bajando para abajo. Y nosotros tenemos que recorrer allá abajo. Luego ver cómo el gobierno, cómo nuestro mismo gobierno acaba con esto. Prácticamente está matando no solamente a los indígenas, no solamente está cometiendo un ecocidio aquí, sino que está matando una cultura, como le digo, una cultura precolombina. Eso es muy lamentable, eso decepciona a cualquiera. Lui, c'est Rentil. On l'appelle Sankala Atema, celui qui a la connaissance. Une fois, il est monté nous voir, il devait rester 3 jours. Il est resté 3 ans. Depuis quelques années, il nous aide à récupérer les terres de nos ancêtres, les racheter. Au début, on n'y croyait pas, puis on a vu les choses. Maintenant, on sait que c'est possible, que la mémoire peut revivre. Rentil est un personnage qui avait un profond souci de la justice. Et il a pris fait et cause pour les communautés indiennes dans plein de domaines. Il les emmenait à l'hôpital, il ne supportait pas de voir que dans certains hôpitaux on les laissait mourir. Il ne supportait pas de voir qu'on leur piquait leur terre. Donc il était très engagé
à leur service, on va dire. Et quand il s'est installé dans cette région, en cherchant les terres qu'on pouvait racheter aux Indiens, il était dans cette démarche, il essayait de rencontrer les gens, il négociait les prix, on achetait les terres. Il se trouve qu'au moment où il a démarré cette démarche, c'est une région qui était contrôlée par un chef paramilitaire, qui avait bien 800 ou 1000 hommes, je crois, à la fin de son temps de chef. Et c'est vrai que les choses ont commencé à se compliquer, parce que vous êtes sous le boisseau de gens dont on ne comprend pas bien la logique. On discutait tout à l'heure avec d'autres gens qui disaient ici pour s'entraîner, ils apprenaient à découper les gens à la machette comme des poulets pour les faire tenir dans des petits trous de 60 cm de diamètre sur 60 cm de profondeur. Voilà l'exercice qu'ils leur faisaient faire, donc c'est un peu compliqué. Donc vous arrivez, une ONG, pour acheter des terres à des Indiens, et vous vous rencontrez avec des gens dont la logique vous échappe. Ce qui me plaît beaucoup chez eux, c'est leur humour et leur détachement. Un jour, ils sont invités au Quai d'Orsay à Paris, le quai, voilà, au bord de la Seine, les ors de la République, les lustres, les canapés, tout ça. Il y a, je crois de mémoire, 4 gardes républicains qui nous saluent quand on rentre en haut de l'escalier, là. Et on rentre dans une salle de réception des délégations, et puis les Kogi expliquent leur situation, qui est quand même pas terrible. Et un monsieur qui nous reçoit du quai nous dit, en fait, ils vivent un génocide. C'est pas un mot anodin, un génocide. Et petit tour de table, et tout le monde reconnaît que c'est une forme de génocide. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a une dame qui dit, vous avez qu'à déposer un dossier, le dossier 627B, s'il est à peu près bien rempli, on peut peut-être avoir une petite subvention d'ici un an ou deux. Je me rappelle, il y a eu un blanc dans la salle, et puis voilà, on se dit au revoir, on sort dans le hall d'honneur, puis merci monsieur, merci madame, c'était formidable, très content d'être venu. Et là, il faut essayer d'imaginer le hall tout doré, là, un Kogi qui part dans un coin, il y a un canapé avec un beau pelochon avec des pompons dorés, là, il prend un pelochon, il le met sur son dos, et il s'en va vers la sortie. Et ça, c'est très intéressant, parce que au moment où tu dis au revoir au monsieur, merci, c'était formidable, tu vois les yeux du monsieur qui suit le pelochon et qui dit, mais ce con, il part avec le pelochon. Et le garde républicain à qui on n'a pas expliqué, quand les invités parlent avec le matériel, qu'est-ce que je fais? Il y avait les yeux qui roulaient, et lui il se barrait vers la sortie. Et je le regardais en me disant, mais s'il sort, on va se faire un problème, quoi. Il s'arrête sur le pas de la porte, et de dos, il était de dos, je vois son corps fait. Il se marrait comme un bossu. Et en fait, cette capacité de rester dans le recul, dans la légèreté, dans cette fameuse poésie, magnifique, parce que tu te sors de n'importe quelle situation dramatique. La question de la biodiversité, c'est aussi la question des équilibres écologiques. La Sierra Nevada, où ils viennent, est une zone extrêmement fragile, et c'est une zone qui est profondément attaquée, notamment par les cultures de coca, qui sont en train de provoquer des changements, pas irréversibles, mais graves. Or, cette zone de la Sierra Nevada est une des zones les plus riches au monde en biodiversité parce qu'elle représente des plateaux qui vont évidemment du niveau de la mer jusqu'à 6000 mètres à quelques 20 km des Caraïbes. Donc on a absolument tous les climats. Donc préservation d'une des zones les plus précieuses en matière de biodiversité dans le monde. La grande préoccupation que je sais que ces peuples de la Sierra Nevada sont pris en tenaille. Ils sont pris en tenaille entre l'armée et les paramilitaires qui montent, qui sont et qui leur interdisent l'accès à la mer, qui pour eux est absolument essentiel. C'est une des composantes majeures du monde. Donc ils ne peuvent plus descendre. Les paramilitaires leur interdisent. Donc ils sont repoussés vers les montagnes. Et quand ils montent vers les montagnes, paf, ils tombent sur les guérillas. C'est les FARC, le ELN qui ont été eux-mêmes repoussés vers les sommets. Donc ils sont pris en étau entre les deux. Et puis surtout, ils sont gênants. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire là? On veut planter de la coca. Et si on plante s'ils sont là, on peut pas planter de la coca. Alors quelle est la solution? Eh ben on les élimine, comme ça on peut planter la coca. C'est que je crois qu'on est en train de commettre un génocide dans la Sierra Nevada. Est-ce que nous pouvons accepter que des peuples qui sont porteurs d'une culture aussi ancienne, riches de tant de traditions, et puis des peuples, voilà, tout simplement, que des peuples soient rayés de la carte parce qu'il y a une indifférence. Et vraiment ça, c'est leur vie et leur mort, et c'est aujourd'hui. Ahora nuevamente el gobierno volvió a fumigar. Et alors aujourd'hui, le gouvernement colombien a recommencé à fumiguer. Han matado los peces, han matado las serpientes, Ça han matado tue les todo poissons, con las ça tue les fumigaciones. serpents, ça tue tout. Ellos no saben qué van a hacer. Et donc ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Y lo que pensaron para que ellos pudieran venir hasta acá es que hay que ir
a buscar apoyo con otros países. Ils sont venus jusqu'ici pour dire peut-être qu'on peut venir chercher un appui dans d'autres pays. A ver qué se puede hacer para salvarlos. À voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les sauver, se sauver. Alors il faut que vous preniez contact avec la mission pour la coopération non gouvernementale, boulevard des Invalides. Donc c'est une direction du ministère, hein, enfin c'est une mission au sein de ce ministère qui traite avec les organisations de solidarité internationale. Vous pouvez présenter là un dossier de cofinancement. Donc, comme vous êtes une ONG qui récupère des fonds, etc., il faut avoir un projet ficelé, bien sûr. Et puis vous le portez à travers ce guichet. Il y a une procédure de sélection avec un comité qui se réunit tous les 3 mois, je crois. Ça me paraît être le point d'entrée, ça. Ouais, c'est ça. Hein. C'est bien envoyé. 15 décembre. Hasta luego, que bien, ¿eh? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿eh? Felicidades. Au revoir, à bientôt. Et donc, les peuples autochtones comme les Kogi, eux, qui ont de réels dangers, qui menacent leur survie, pourquoi semble-t-il ne pas être angoissés? Alors ce que je trouve de particulier chez ces peuples racines, c'est que ils sont conscients de cette problématique-là. On ne peut pas dire qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent être détruits par une autre culture, une autre civilisation, qui pense, la nôtre donc, qui pense que ces peuples-là sont des peuples qui sont attardés, qui n'ont pas d'avenir. Ça, ils le savent. Sauf que, donc, ce que je trouve extraordinaire chez ces peuples-là, c'est qu'ils n'en font pratiquement pas la critique. Ils ne jugent pas. Ils disent c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans un espace-temps du présent. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils subissent, mais au lieu de le subir, ils le vivent. Voilà la différence. Alors depuis très longtemps, mais probablement depuis cette société qu'on appelle de consommation, qui, paradoxalement, plus on va vers toujours plus et toujours plus vite, plus on va vers une pauvreté. On s'appauvrit finalement de la situation relationnelle. C'est une, à mon avis, raison des situations qui angoissent les êtres humains. Dans cette société, je pense que plus on va vers une tentative de maîtrise, plus on va vers une croyance de maîtriser soi et l'environnement, on atteint immédiatement l'angoisse. Parce que non seulement cette maîtrise est une illusion totale, et quand on prend conscience que c'est une illusion, l'angoisse apparaît. Parce qu'il y a le vide. Il y a une impasse fabuleuse qu'on doit comprendre. C'est la vie. La vie est une impasse. On est d'accord? Il n'y a qu'une seule et unique issue. On ne peut pas dire non, moi je vais pas. Moi j'y vais pas là-bas, à la mort. Non, on ne peut pas. Donc il n'y a qu'une seule issue. La vie est une impasse. Notre culture perçoit la vie comme une impasse de manière littérale. Dans les peuples racines, la vie est une impasse, sauf qu'ils transcendent cette existence-là. Et grâce à ça, dans les peuples asiatiques, etc., grâce au fait qu'il y a la mort, ils peuvent transcender.
la vie et l'existence. Donc si on n'est pas capable de transcender, donc de projeter, de créer, on est déjà mort avant même la mort physique. Voilà, c'est ça l'idée. Savoir qu'une société aussi pacifiée existe encore et parvienne à incarner une vision du monde aussi différente, aussi originale, malgré tous les obstacles, ça nous a mis en joie et ça nous a donné beaucoup d'énergie. Et ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est de continuer le dialogue avec eux en s'inspirant de leur connexion vivant et leur façon d'être, tout en essayant de les aider à maintenir leur identité si forte et si originale. Est-ce que ça fait changer mon regard? Je dirais que la rencontre avec l'autre, et des petites phrases que j'aime bien, une qui dit l'autre me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi. Ou bien l'autre fait trembler ma maison intérieure. Mais on n'est tellement pas éduqué à ça dans notre monde. Et j'étais tellement conditionné, comme tout le monde, hein, par le monde d'où je venais, qu'il m'a fallu un peu comme l'eau qui passe sur un caillou. Si j'étais honnête, je dirais que maintenant, c'est-à-dire 34 ans plus tard, je suis à même de, non pas de comprendre, mais connaître l'invitation qu'il propose. Le vivant est porteur d'une dimension qu'on bafoue à longueur de journée, c'est la force de l'advenir. Et l'advenir porte l'espoir. L'advenir porte le renouveau. Et le vivant, ça va vous paraître bizarre, mais parce que c'est très dur à entendre. Le vivant, ça passe par le vide. Le vide, c'est un espace où nous ne savons pas et nous n'avons pas encore les réponses. Mais comme il est vide, il va permettre qu'émergent de nouvelles réponses.